En ce moment précis, pendant que tu es assise ici, pendant que tu fais défiler ta journée, pendant que tu respires sans même y penser, 5 lois opèrent en dessous de tout ce que tu vis. 5 principes cachés qui tournent silencieusement derrière chaque relation que tu attires, chaque opportunité que tu rates, chaque boucle dans laquelle tu continues de tomber, chaque moment où tu as l'impression que quelque chose d'invisible travaille contre toi. Et voici ce que personne ne te dit. Tu utilises déjà ces lois chaque jour, à chaque instant, mais tu les utilises à l'envers. Tu les appliques inconsciemment, automatiquement, et dans presque tous les cas, contre toi-même. Ce ne sont pas des fantasmes New Age. Ce ne sont pas des slogans de développement personnel conçus pour te faire te sentir bien pendant 15 minutes avant que tu les oublies. Ce sont les mêmes principes que les anciens mystiques ont encodés dans des textes sacrés il y a des milliers d'années. Les mêmes schémas que Nikola Tesla a pointés du doigt lorsqu'il a dit que les secrets de l'univers résident dans l'énergie, la fréquence et la vibration. Les mêmes dynamiques que les physiciens quantiques ont découvertes lorsqu'ils ont réalisé que l'acte d'observation change littéralement le comportement de la matière à son niveau le plus fondamental. Et la raison pour laquelle tes manifestations semblent creuses, la raison pour laquelle tu continues d'attirer les mêmes types de personnes, les mêmes plafonds financiers, les mêmes boucles émotionnelles, la raison pour laquelle tu te sens bloqué même quand tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, tout cela se résume à la façon dont tu t'engages avec ces 5 lois sans même réaliser qu'elles existent. Alors laisse-moi te poser une question, et je veux que tu t'y arrêtes vraiment. Ne passe pas dessus trop vite. Et si la vie que tu vis en ce moment ne t'arrivait pas, mais était générée par toi, à travers un ensemble de principes qu'on ne t'a jamais appris à reconnaître? Et si l'architecture invisible de ta réalité avait des règles? Et si ces règles avaient été cachées en pleine vue depuis des millénaires? Et si la seule raison pour laquelle tu n'as pas pu les utiliser, c'est parce que chaque système dans lequel tu as grandi, chaque institution, chaque récit culturel, chaque cadre éducatif, a été conçu, que ce soit intentionnellement ou non, pour t'empêcher de les voir? Ce n'est pas de la théorie du complot, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de schémas au niveau le plus profond. Et au moment où nous arriverons à la fin de cette conversation, tu ne comprendras pas seulement ces 5 lois intellectuellement. Tu les sentiras opérer dans ton corps, tu reconnaîtras où tu les as mal appliquées, et tu sauras, avec une clarté qui va au-delà de la pensée, exactement comment te réaligner avec elles. Non pas par l'effort, non pas par la force, mais par un changement si fondamental que ta réalité externe n'aura d'autre choix que de se réorganiser autour de ce que tu deviens. Commençons là où commence toute vérité, non pas avec des réponses, mais avec la volonté de remettre en question ce que tu crois déjà savoir. Arrête-toi un instant. Sérieusement, mets en pause tout ce qui se passe dans ta conscience et regarde autour de toi. Regarde la pièce dans laquelle tu te trouves, les murs, les meubles, l'écran devant toi, tes propres mains. Tout cela semble réel, n'est-ce pas? Solide, concret, incontestable. Tu pourrais frapper sur la table et entendre le son. Tu pourrais appuyer tes doigts contre la surface et sentir la résistance. Tout ce que tes sens te rapportent te dit que c'est la réalité, fixe, stable, objective, existant indépendamment de toi et de ta perception. Mais et si c'était là le premier et le plus fondamental malentendu? Et si la solidité même en laquelle tu as confiance, le concret sur lequel tu construis ta vie, était elle-même une forme d'illusion? Non pas dans le sens où cela n'existe pas, mais dans le sens où ce n'est pas ce que tu crois, que c'est un effet qui se fait passer pour une cause, une ombre qui prétend être la chose qui la projette. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est peut-être la plus vieille idée de la civilisation humaine. Il y a plus de 2400 ans, un philosophe grec nommé Platon s'est assis et a écrit quelque chose dans le 7e livre de la République qui résonnerait à travers chaque siècle suivant. Il l'a appelé l'allégorie de la caverne. L'image est d'une simplicité trompeuse. Un groupe de prisonniers enchaînés depuis leur naissance dans une cave sombre, face à un mur blanc. Derrière eux, un feu brûle. Entre le feu et les prisonniers, des objets passent et repassent, et la lumière du feu projette des ombres de ces objets sur le mur. Les prisonniers observent ces ombres toute leur vie. Ils les nomment, ils les catégorisent, ils débattent de leur forme, de leur mouvement, de leur signification. Et pour ces prisonniers, les ombres sont la réalité. C'est tout ce qu'ils ont jamais connu, c'est tout ce qu'ils croient exister. Puis un prisonnier se libère.
Il se retourne, il voit le feu, il voit les objets. Il trébuche hors de la cave et dans la lumière du soleil pour la première fois. Et dans ce moment aveuglant, désorientant, terrifiant, il réalise que tout ce qu'il croyait réel n'était qu'une projection déformée, aplatie et incomplète de quelque chose d'infiniment plus vaste. Je veux que tu t'arrêtes sur cela un moment, parce que Platon n'écrivait pas une histoire pour enfants. Il ne construisait pas une métaphore astucieuse pour un cours de philosophie. Il décrivait, dans le langage qui lui était disponible à l'époque, la condition exacte de la conscience humaine. Il disait que ce que nous percevons à travers nos sens n'est pas le tableau complet, qu'il existe une réalité plus profonde opérant derrière la surface et que la plupart des êtres humains vivent et meurent sans jamais se retourner pour la voir. Les ombres ont changé de forme depuis l'époque de Platon. Elles ne scintillent plus sur la paroi d'une cave. Maintenant, elles brillent sur des écrans. Elles arrivent sous forme de notifications, de titres, de fils de réseaux sociaux, de flux incessants d'informations qui remplissent chaque moment d'éveil. Mais la dynamique est identique. Nous fixons des projections et les appelons réalité. Nous organisons toute notre vie autour des ombres et ne pensons jamais à remettre en question la source de la lumière. Et voici où cela devient encore plus intéressant. En 2003, un philosophe de l'université d'Oxford, nommé Nick Bostrom, a publié un article académique posant une question qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est ancrée dans la logique pure et les probabilités. La question était simplement celle-ci. Vivons-nous dans une simulation informatique? Son raisonnement n'était pas mystique, il était mathématique. Si une civilisation dans le futur développe suffisamment de puissance de calcul pour simuler des univers entiers avec des êtres conscients à l'intérieur, alors statistiquement, il devient écrasamment plus probable que nous existions à l'intérieur de l'une de ces simulations plutôt que dans la réalité de base originale. Parce que pour chaque réalité de base, il pourrait y avoir des milliards et des milliards de réalités simulées. Les mathématiques seules rendent presque certain que toute expérience consciente donnée est simulée plutôt qu'originale. Maintenant, tiens ces deux idées ensemble. Platon, il y a 2400 ans, disant que nous prenons des ombres pour la réalité. Bostrom au XXIe siècle utilisant la logique et les statistiques pour suggérer que le monde matériel pourrait être littéralement une projection calculée, séparée par des millénaires, issue de traditions intellectuelles complètement différentes et pourtant pointant vers la même conclusion inconfortable. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Il y a quelque chose derrière elle, quelque chose de plus profond, quelque chose qui implique la nature de la conscience elle-même. Et si tu voyages vers l'Est, vers les anciens textes de l'Inde, vers les Upanishads écrits vers 800 avant Jésus-Christ, tu trouves cette même compréhension exprimée avec encore plus de précision. Ils avaient un mot pour cela. Maya, le voile de l'illusion. Maya ne signifie pas que le monde est faux. Cela ne signifie pas que rien n'existe. Cela signifie que ce que nous percevons à travers nos sens est une couche, une projection, une apparence de surface qui obscurcit une vérité plus profonde. Le monde matériel est réel de la façon dont un rêve est réel pendant que tu le rêves. Il a une cohérence, il a des règles, il t'affecte. Mais il n'est pas ultime, il n'est pas la source, il est l'effet. Et la cause, la source, la chose qui génère la projection, c'est la conscience elle-même. C'est le fondement dont tu as besoin avant que nous puissions parler des 5 lois. Parce que si tu approches ces lois en croyant encore que le monde physique est primaire, que la matière crée la conscience, que tu es un corps qui a des pensées, tu mal comprendras tout ce qui suit. Tu essaieras d'utiliser ces lois comme tu utilises des outils dans le monde physique, par l'effort, par la force, par la manipulation des conditions externes. Et c'est précisément ainsi que tu les utilises à l'envers. Les 5 lois que je suis sur le point de partager avec toi ne sont pas des outils pour manipuler le monde physique. Ce sont les principes opérationnels de la conscience elle-même. Ce sont le code source derrière la projection. Et quand tu t'y alignes, tu ne forces pas la réalité à changer. Tu changes le signal que la réalité reflète. La projection se transforme parce que le projecteur se transforme. Les ombres se métamorphosent parce que tu te retournes enfin pour faire face à la lumière. La première loi, la loi de correspondance. Il existe une phrase ancienne si vieille que personne ne peut en retracer l'origine unique, qui est apparue dans pratiquement toutes les traditions de sagesse sur Terre. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur.
C'est la loi de correspondance. Et c'est la première loi cachée qui opère dans ta vie en ce moment, que tu le reconnaisses ou non. La plus ancienne articulation connue de ce principe vient de la tradition hermétique, attribuée à une figure appelée Hermès Trismégiste, un être légendaire qui représente la fusion du dieu grec Hermès avec le dieu égyptien Thoth. Que cette figure ait été une personne réelle, un symbole mythologique ou quelque chose entre les deux, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que les textes qui lui sont attribués contiennent. Les écrits hermétiques ont influencé la philosophie grecque, l'alchimie médiévale, la pensée de la Renaissance et pratiquement toute tradition ésotérique qui a suivi. Et au cœur de tout cela se trouve ce principe unique, la correspondance. L'extérieur reflète l'intérieur. Le macrocosme reflète le microcosme. Ce que tu vis dans ton monde extérieur n'est pas aléatoire. C'est un reflet direct de ce qui se passe en toi. En 1908, un livre intitulé « Le Kybalion » a été publié. Les auteurs ne s'identifiaient que comme 3 initiés. À ce jour, leur véritable identité reste incertaine, bien que beaucoup attribuent l'œuvre à William Walker Atkinson. Le livre présente 7 principes hermétiques et le deuxième de ceux-ci est le principe de correspondance. La phrase exacte est « comme en haut, ainsi en bas », comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Et le livre l'explique clairement. Ton monde extérieur est un miroir. Ce que tu vis dans tes relations, dans ta carrière, dans ta santé, dans tes finances, rien de tout cela n'est accidentel. C'est une correspondance, un reflet, un écho de ton état intérieur dominant, de tes croyances les plus profondes, de tes schémas émotionnels les plus persistants, des choses que tu ressens à ton égard quand personne ne regarde et qu'aucune performance n'est requise. Voici où la plupart des gens se trompent avec cette loi. Ils l'entendent et pensent qu'elle signifie « pense positif » et de bonnes choses arriveront. Ce n'est pas ce que dit cette loi. Cette loi dit que ta réalité correspond à ton état d'être, non pas à tes souhaits, non pas à tes affirmations, non pas au tableau de vision sur ton mur. Ton état d'être. La fréquence à laquelle tu opères réellement, en dessous de toutes les tentatives de surface d'être positif. Et c'est pourquoi tant de gens essaient de manifester et échouent. Ils collent un sourire sur l'anxiété. Ils répètent des affirmations pendant que leur corps est crispé de peur. Ils visualisent l'abondance pendant que chaque cellule de leur être vibre avec la rareté. Et la loi de correspondance ne répond pas à tes mots. Elle répond à ton signal. Elle reflète ce que tu es, non pas ce que tu dis vouloir être. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, a découvert ce même principe opérant dans la psyché humaine. Il l'a appelé la projection. Jung a observé, à travers des milliers de patients et des décennies de travail clinique, que les êtres humains projettent sur le monde extérieur ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître en eux-mêmes. Si tu portes une colère non résolue, tu percevras de l'hostilité partout. Si tu nourris une profonde insécurité, tu interpréteras les situations neutres comme des menaces. Si tu crois être indigne d'amour, tu trouveras des preuves de rejet dans chaque interaction, même dans celles où l'amour t'est offert. Le monde devient un écran, et le projecteur est à l'intérieur de ta propre conscience. Jung ne parlait pas de façon mystique. Il décrivait des observations cliniques, des schémas psychologiques documentés. Et pourtant, ce qu'il décrivait s'aligne parfaitement avec ce que la tradition hermétique enseignait des milliers d'années avant lui. L'intérieur et l'extérieur ne sont pas des domaines séparés. Ils sont des reflets l'un de l'autre. Des miroirs face à des miroirs créant l'illusion d'un monde extérieur indépendant, alors qu'en vérité, l'extérieur est toujours et seulement une correspondance de l'intérieur. Et les neurosciences ont ajouté encore une autre couche à cette compréhension. Il existe un schéma cognitif bien documenté, appelé le biais de confirmation. Ton cerveau ne traite pas la réalité de façon neutre. Il ne peut pas. Le volume pur de données sensorielles arrivant à ton système nerveux chaque seconde est si écrasant que ton cerveau doit filtrer. Il doit sélectionner. Et le critère qu'il utilise pour la sélection, c'est ce que tu crois déjà. Si tu crois que le monde est dangereux, ton système réticulaire activateur mettra en évidence chaque preuve qui confirme le danger et supprimera tout ce qui le contredit. Tu te souviendras de la seule mauvaise nouvelle et oublieras les 10 bonnes nouvelles. Tu remarqueras la personne qui t'a froncé les sourcils et rateras complètement les 20 personnes qui ont souri. Tu construis littéralement ton expérience de la réalité sur la base des croyances déjà programmées en toi. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la neurologie. Alors laisse cela s'installer un moment.
Entre la philosophie hermétique, la psychologie jungienne et les neurosciences modernes, le même principe continue d'apparaître. Ton monde intérieur génère ton expérience extérieure. Non pas métaphoriquement, non pas symboliquement, fonctionnellement. La loi de correspondance opère dans ta vie en ce moment. La question n'est pas de savoir si elle est active. La question est, que reflète-t-elle? Et c'est là qu'un mystique nommé Neville Goddard a poussé le principe plus loin que presque quiconque avant ou depuis. Neville, né à la Barbade en 1905, enseignait quelque chose de si radical et de si direct que cela dérange encore les gens aujourd'hui. Il disait que le monde physique tridimensionnel, tout ce que tu peux voir, toucher et mesurer, est une ombre, un reflet, un écho, et que la réalité réelle, la réalité causale, c'est l'imagination humaine, pas la pensée, l'imagination, spécifiquement le sentiment. Dans son livre « Le sentiment et le secret », publié en 1944, Neville a rendu la distinction cristalline. Ce n'est pas ce que tu penses qui façonne ta réalité, c'est ce que tu ressens. Quand tu assumes intérieurement l'état émotionnel de quelque chose déjà accompli, quand tu ressens la réalité de ton désir comme s'il s'était déjà manifesté, le monde extérieur se réorganise pour correspondre à cet état intérieur. Il ne demandait pas aux gens de penser positivement. Il leur demandait de ressentir comme si. Parce que le sentiment, selon Neville, est le langage que la réalité comprend. C'est le signal que la loi de correspondance lit et reflète. Et je veux que tu vérifies cela par rapport à ta propre expérience maintenant. Pense à un moment dans ta vie où tu avais profondément peur de quelque chose, où tu portais un sentiment persistant d'anxiété ou d'appréhension concernant un résultat particulier. Ce résultat avait-il tendance à se manifester? Pense à un moment où tu te sentais vraiment confiant, vraiment en paix, vraiment certain que les choses allaient bien se passer. Ton expérience extérieure avait-elle tendance à refléter cet état? Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de reconnaissance. La loi de correspondance ne te punit pas, elle te reflète. Et le moment où tu le reconnais, tout change, parce que tu cesses d'essayer de réparer le miroir et tu commences à ajuster la source. La deuxième loi, la loi de vibration. La deuxième loi cachée est la loi de vibration, et celle-ci démantèle l'hypothèse la plus fondamentale que tu portes sur la nature de la réalité physique. Tu es assis quelque part en ce moment, peut-être sur une chaise, peut-être sur un lit, peut-être par terre. Quelle que soit la surface qui te soutient, elle semble solide. Ton corps semble dense. Les objets autour de toi semblent fixes et stables. Tout ce que tes sens te rapportent te dit que le monde physique est fait de matière solide, immobile et immuable. Mais ce n'est pas le cas. Au niveau atomique, au niveau subatomique, à la couche la plus fondamentale de ce que nous appelons la matière, rien n'est immobile. Rien. Pas un seul atome, pas une seule particule. Tout ce qui existe est en mouvement constant, en vibration constante. La chaise sous toi vibre, les murs autour de toi vibrent, l'écran devant toi vibre, ton corps, tes os, ton sang, ton cerveau, tout cela vibre à des fréquences spécifiques. Il n'y a pas de matière solide quelque part dans l'univers. Il n'y a que de l'énergie vibrant à des vitesses différentes. Et la différence entre quelque chose que tu peux voir et quelque chose que tu ne peux pas voir, entre quelque chose qui semble solide et quelque chose qui semble être de l'espace vide, n'est pas une différence de substance. C'est une différence de fréquence. C'est ce que tout manuel de physique te dira. Mais la tradition hermétique l'a dit en premier. Le Kybalion l'énonce comme le troisième principe. Rien ne se repose. Tout se meut. Tout vibre. La différence entre la matière et l'énergie, entre le visible et l'invisible, entre le dense et le subtil, est purement une différence de taux de vibration. Une roche vibre à une fréquence lente et basse. Une pensée vibre à une fréquence haute et rapide. Mais les deux sont des vibrations. Les deux sont de l'énergie en mouvement. Les deux existent sur le même spectre. Et quand tu amènes cette compréhension dans le domaine de l'émotion humaine, quelque chose d'extraordinaire commence à se révéler. Le docteur David Hawkins, un psychiatre américain qui a passé des décennies à rechercher la relation entre les états émotionnels et les niveaux de conscience, a publié un livre en 1995 intitulé « Le pouvoir contre la force ». Il y présentait ce qu'il appelait la carte de la conscience, une échelle allant de 20 à plus de 700. En bas de l'échelle se trouvent des émotions comme la honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin et la peur.
En haut se trouve le courage, l'acceptation, l'amour, la joie, la paix et l'illumination. Et selon Hawkins, chacun de ces états émotionnels correspond à une fréquence mesurable. Plus l'émotion est basse, plus dense, lourde et contractée est l'expérience de la vie. Plus l'émotion est haute, plus l'expérience devient expansive, fluide et créative. Je veux être transparent avec toi. La méthodologie de Hawkins, basée sur la kinésiologie appliquée, une forme de test musculaire, est controversée dans la science traditionnelle. Tout le monde ne l'accepte pas, et l'honnêteté intellectuelle exige de le reconnaître. Mais le principe sous-jacent, que les émotions portent une fréquence, que différents états émotionnels créent différentes qualités d'expérience, que la façon dont tu te sens détermine littéralement la signature vibratoire que tu diffuses dans le champ de la réalité, ce principe n'est pas isolé à Hawkins. Il apparaît partout. Pense à la citation attribuée à Nikola Tesla. Si tu veux trouver les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tesla, le génie serbo-américain qui nous a donné le courant alternatif, qui comprenait les champs électromagnétiques à un niveau qui étonne encore les ingénieurs aujourd'hui, qui voyait l'univers non pas comme une collection d'objets solides, mais comme un océan de fréquences en interaction. Qu'il ait prononcé ces mots exacts ou non, la pensée est entièrement cohérente avec tout ce qu'il a démontré à travers son travail. L'univers n'est pas fait de choses, il est fait de fréquences. Et tu n'es pas une chose, tu es une fréquence. Et voici où la plupart des gens utilisent la loi de vibration à l'envers. Ils essaient d'abord de changer leurs circonstances extérieures, croyant qu'une fois les circonstances améliorées, leur état intérieur se modifiera. Ils pensent, si j'obtiens le travail, alors je me sentirai confiant. Si je trouve la relation, alors je me sentirai aimé. Si je gagne l'argent, alors je me sentirai abondant. Mais la loi de vibration dit que ça fonctionne dans l'autre sens. Ta fréquence vient en premier. Ton état émotionnel est le signal de diffusion et la réalité s'organise autour de ce signal. Tu n'obtiens pas la chose et tu ressens ensuite le sentiment. Tu incarnes le sentiment et ensuite la chose qui correspond à cette fréquence trouve son chemin vers toi. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est le même principe qui gouverne la résonance en physique. Quand tu frappes un diapason à une fréquence spécifique et que tu le tiens près d'un autre diapason de la même fréquence, le second diapason commence à vibrer sans être touché. On appelle cela la résonance sympathique et elle opère à chaque niveau de la réalité. Ta fréquence émotionnelle est un diapason et les expériences, les personnes et les circonstances qui partagent cette fréquence résonneront naturellement avec toi. Elles seront attirées dans ton champ. Non pas par l'effort, non pas par la force, par correspondance, par vibration. La question devient donc non pas que dois-je faire pour changer ma vie, mais quelle fréquence je diffuse actuellement. Quel état émotionnel est-ce que je vis la plupart du temps? Non pas l'état que je performe pour les autres, non pas l'état que j'essaie de maintenir en surface, le vrai, celui qui tourne quand je suis seul, celui qui opère en arrière-plan de ma conscience comme un bourdonnement constant. Parce que ce bourdonnement est ta signature vibratoire et la réalité y répond toujours, toujours, toujours. Ce que nous avons exploré jusqu'ici, la loi de correspondance et la loi de vibration, ne fait qu'effleurer la surface de la façon dont ces fréquences façonnent chaque dimension de ton expérience. Si tu ressens la profondeur de ceci et que tu veux le système complet pour passer d'une diffusion inconsciente à une transmission consciente, pour comprendre les 9 fréquences maîtresses et apprendre à passer du bruit de survie aux courants ascendants de la création sans effort, tu trouveras tout expliqué étape par étape dans mon livre Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. La 3e loi, la loi du mentalisme. Nous arrivons maintenant à la 3e loi cachée, et c'est celle qui tend à déranger les gens le plus, parce qu'elle remet directement en question l'hypothèse que tu es un observateur passif d'une réalité indépendante. C'est la loi du mentalisme, et elle stipule, dans sa forme la plus distillée, l'univers est mental. La conscience n'est pas un sous-produit de la matière. La matière est un sous-produit de la conscience. Le Kybalion la présente comme le premier et le plus fondamental de tous les principes hermétiques. Le tout est esprit. L'univers est mental. Tout ce qui existe, chaque forme, chaque phénomène, chaque expérience, surgit dans et de la conscience, non pas l'inverse.
La vision scientifique dominante te dit que la matière est venue en premier, que l'univers physique a existé pendant des milliards d'années et qu'à un moment donné, à travers un processus que personne ne peut pleinement expliquer, la matière est devenue suffisamment complexe pour produire la conscience. Des atomes se sont arrangés en molécules, des molécules en cellules, des cellules en cerveaux, et les cerveaux ont d'une façon ou d'une autre généré la conscience. C'est ce qu'on appelle le paradigme matérialiste. Et c'est l'hypothèse non questionnée derrière pratiquement tout ce qu'on t'a enseigné à l'école. Mais voici le problème. Personne n'a jamais expliqué comment la matière produit la conscience. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, un terme inventé par le philosophe David Chalmers en 1995. Et après des décennies de recherche, après des milliards de dollars dépensés en neurosciences, après avoir cartographié le cerveau avec un détail extraordinaire, le problème difficile reste complètement non résolu. Nous pouvons corréler l'activité cérébrale avec l'expérience consciente. Nous pouvons voir quels neurones s'activent quand tu ressens de l'amour, de la peur ou de la joie. Mais la corrélation n'est pas la causalité. Voir que le cerveau s'allume quand tu as une expérience ne prouve pas que le cerveau crée l'expérience. Cela prouve seulement qu'ils sont connectés. Et la direction de cette connexion, si le cerveau crée l'esprit, ou si l'esprit s'exprime à travers le cerveau, reste une question ouverte. La tradition hermétique répond directement à cette question. L'esprit est primaire. La conscience est le fondement de tout être. Le monde physique surgit dans la conscience de la façon dont un rêve surgit dans l'esprit du rêveur. Le rêve semble réel pendant que tu y es. Il a des règles, de la cohérence de la cause et de l'effet. Mais quand tu te réveilles, tu réalises que tout cela était généré par ta propre conscience. Et la physique quantique, peut-être sans le vouloir, a fourni certaines des preuves les plus convaincantes pour cette vision. Reviens à l'expérience de la double fente. Quand des particules subatomiques sont tirées sur deux fentes sans mesure, sans observation, elles se comportent comme des ondes. Elles passent à travers les deux fentes simultanément. Elles créent un schéma d'interférence. Elles existent dans un état de pure potentialité, réparties sur de multiples possibilités à la fois. Mais au moment où un détecteur est placé pour observer quelle fente la particule traverse, la fonction d'onde s'effondre. La particule choisit un chemin. Elle se comporte comme un objet solide. Le schéma d'interférence disparaît. Laisse les implications de cela s'installer en toi. Au niveau le plus fondamental de la réalité physique, la matière n'existe pas dans un état défini jusqu'à ce qu'elle soit observée. L'acte d'observation, la présence de la conscience, est ce qui fait passer le potentiel à l'actuel. La particule ne décide pas d'elle-même. Elle répond à l'observateur. Elle te répond. La physique quantique mainstream essaie d'éviter les implications de cela. Beaucoup de physiciens te diront que l'observation en mécanique quantique ne signifie pas une observation consciente, que cela signifie simplement une interaction avec un appareil de mesure. C'est un point techniquement valide, mais il ne résout pas la question plus profonde. Parce que qu'est-ce qu'un appareil de mesure, sinon un autre arrangement de particules qui sont elles-mêmes en superposition jusqu'à ce qu'elles soient observées? La chaîne d'observation doit se terminer quelque part. Et le seul endroit où elle peut se terminer, la seule chose qui n'est pas elle-même un système quantique nécessitant une observation, c'est la conscience. C'est ce qu'a soutenu le physicien lauréat du prix Nobel Eugen Wigner. C'est ce que John von Neumann, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a conclu dans sa formulation mathématique de la mécanique quantique. La conscience n'est pas un témoin passif d'une réalité préexistante. La conscience est l'ingrédient actif qui fait s'effondrer la possibilité en actualité. La conscience est ce qui rend le monde réel. Et si c'est vrai, si la conscience est primaire, si l'univers est mental, alors les implications pour ta vie sont stupéfiantes. Parce que cela signifie que la réalité que tu vis n'est pas quelque chose qui t'arrive de l'extérieur. C'est quelque chose qui est généré à travers toi de l'intérieur. Ta conscience ne regarde pas la réalité. Ta conscience crée la réalité. Et les schémas que tu vois se répéter dans ta vie, les boucles, les cycles, les récurrences frustrantes, ils ne sont pas la preuve que le monde est contre toi. Ils sont la preuve que ta conscience tourne le même programme encore et encore. Et la loi du mentalisme exécute fidèlement ce programme comme ton expérience vécue. C'est là que les 3 premières lois commencent à s'entremêler. La correspondance dit que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur.
La vibration dit que ta fréquence émotionnelle détermine ce que tu attires. Le mentalisme dit que la conscience elle-même est la force créatrice derrière tout cela. Ensemble, elles brossent un tableau si clair qu'il est presque impossible d'ignorer. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, tu en es l'auteur. Non pas au niveau de ton esprit conscient, non pas à travers tes pensées quotidiennes et tes intentions de surface, mais au niveau de tes croyances les plus profondes, de tes états émotionnels les plus persistants, de tes hypothèses fondamentales sur qui tu es et ce qu'est la réalité. C'est là que le signal prend naissance. C'est ce que les lois reflètent. La quatrième loi, la loi du rythme. Cela nous amène à la quatrième loi cachée qui explique pourquoi le changement semble si difficile, même quand tu comprends tout ce que je viens de décrire. C'est la loi du rythme, et c'est peut-être la plus incomprise de toutes. Le Kybalion l'énonce ainsi. Tout coule en dehors et en dedans. Tout a ses marées. Tout monte et tombe. Le balancement du pendule se manifeste en tout. La mesure du balancement à droite et la mesure du balancement à gauche. Le rythme compense. Dans la nature, cette loi est évidente. Le jour suit la nuit. L'été suit l'hiver. La marée monte et la marée descend. La lune croît et décroît. Chaque système vivant pulse entre expansion et contraction, entre activité et repos, entre croissance et intégration. Ce n'est pas un défaut du système, c'est le système. Le rythme est la façon dont l'univers respire. Mais dans la vie humaine, nous résistons au rythme avec tout ce que nous avons. Nous voulons une croissance constante, un progrès constant, une expansion constante. Nous voulons se sentir bien tout le temps. Nous voulons que l'élan ne ralentisse jamais. Nous voulons la remontée sans la descente. Et quand l'inévitable contraction vient, quand l'énergie chute, quand la motivation s'estompe, quand la vie semble se retirer, nous paniquons. Nous pensons que quelque chose ne va pas. Nous pensons avoir échoué. Nous pensons que les lois ont cessé de fonctionner. Mais rien ne s'est mal passé. Le pendule a simplement balancé. Et il doit balancer. Il balance toujours. La mesure du balancement à droite est la mesure du balancement à gauche. Cela signifie que plus tu t'élèves, plus tu seras attiré dans la direction opposée. Non pas comme punition, mais comme équilibre, comme rythme, comme la respiration naturelle de l'existence. Et voici comment la plupart des gens utilisent cette loi à l'envers. Quand ils sont dans une phase d'expansion, quand les choses vont bien, quand l'énergie est haute et que les manifestations coulent, ils s'y attachent, ils s'accrochent, ils s'identifient au sommet. Ils pensent « c'est qui je suis vraiment ». C'est ma vraie fréquence. Cela ne doit jamais changer. Et puis quand la contraction vient, comme elle le doit, ils s'effondrent. Ils perdent foi. Ils abandonnent leur pratique. Ils se disent que tout était une illusion, que rien n'était réel, qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Et dans cet effondrement, dans cette résistance à la descente naturelle, ils amplifient la contraction. Ils l'aggravent. Ils transforment un rythme naturel en crise. Le maître, celui qui comprend vraiment ses lois, ne résiste pas au rythme. Le maître le chevauche. Quand l'expansion vient, le maître en profite sans s'y accrocher. Quand la contraction vient, le maître la laisse arriver sans y résister. Le maître sait que la descente n'est pas la fin de la montée. C'est la préparation de la prochaine. La contraction est l'endroit où l'intégration se produit. C'est là que les leçons de l'expansion sont absorbées dans le corps, dans le système nerveux, dans les couches plus profondes de l'être. Sans contraction, l'expansion n'a pas de fondation. Sans repos, la croissance n'a pas de racines. Pense à ta propre vie. Pense au moment où tout semblait s'effondrer, quand des relations se sont terminées, quand des emplois ont été perdus, quand la santé a décliné, quand tu as atteint ce qui ressemblait à un fond. Et puis pense à ce qui a émergé de ces contractions. Une nouvelle compréhension, une nouvelle direction, une nouvelle force qui n'aurait pas pu être forgée autrement. La contraction n'était pas ton ennemi, c'était la loi du rythme faisant exactement ce qu'elle fait, préparant le terrain pour la prochaine expansion. Donc si tu es dans une contraction en ce moment, si la vie semble lourde, si l'énergie semble basse, si rien ne semble fonctionner, entends ceci. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train d'échouer, tu n'es pas en train de perdre ton alignement. Tu es dans la descente d'un rythme naturel. Et ta seule tâche, ta seule vraie tâche, est de ne pas y résister, de respirer dedans, de lui faire confiance, de le laisser faire son travail. Parce que la montée est déjà contenue dans la descente, de la même façon que l'inspiration est déjà contenue dans l'expiration. Tu n'as pas à la créer.
tu as seulement à cesser de la bloquer. Et cette compréhension, cette volonté de se mouvoir avec le rythme plutôt que contre lui, est ce qui sépare ceux qui se transforment de ceux qui restent coincés dans les mêmes boucles pour toujours. Les boucles ne sont pas la preuve d'un échec. Elles sont la preuve du rythme. Et le rythme, correctement compris, n'est pas un piège. C'est une spirale. Chaque cycle te ramène à ce qui semble être le même endroit. Mais tu n'es pas le même. Tu es plus profond. Tu es plus large. Tu es plus conscient. La spirale ne ressemble à un cercle que vu de l'extérieur. De l'intérieur, elle monte toujours. La cinquième loi, la loi de cause à effet. Nous arrivons maintenant à la cinquième et dernière loi cachée, et à bien des égards, c'est celle qui lie toutes les autres ensemble. C'est la loi de cause à effet, mais pas dans la version qu'on t'a enseignée. La compréhension conventionnelle de la cause à effet est linéaire. Quelque chose se passe, et puis quelque chose d'autre se passe en conséquence. Tu pousses une balle, elle roule. Tu plantes une graine, elle pousse. L'action produit une réaction. La cause précède l'effet dans une ligne droite à travers le temps, et au niveau de la mécanique physique, c'est suffisamment précis. Mais au niveau de la conscience, au niveau où ces 5 lois opèrent, la cause à effet fonctionne très différemment. Le Kybalion l'énonce ainsi: toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive selon la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour la loi non reconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Cette dernière partie est la clé. Il y a de nombreux plans de causalité. Cela signifie que toutes les causes n'opèrent pas sur le plan physique. En fait, les causes les plus puissantes, celles qui génèrent les effets les plus significatifs dans ta vie, opèrent sur des plans que tu ne peux pas voir. Elles opèrent sur le plan mental, le plan émotionnel, le plan de la croyance, le plan de l'identité. L'événement physique que tu vis comme un effet, la perte d'emploi, le diagnostic, la rencontre inattendue, l'opportunité soudaine, ce sont des effets. Mais leurs causes n'ont pas pris naissance dans le monde physique. Leurs causes ont pris naissance dans la conscience, dans l'architecture invisible de ton monde intérieur. Et c'est là que la loi de cause à effet croise tout ce dont nous avons discuté. La loi de correspondance dit que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. La loi de vibration dit que ta fréquence détermine ce que tu attires. La loi du mentalisme dit que la conscience est la force créatrice. La loi du rythme dit que tout se meut en cycle. Et la loi de cause à effet dit que les vraies causes de ton expérience ne sont pas des événements externes, mais des états internes. Tes croyances sont des causes. Tes émotions sont des causes. Tes hypothèses sur qui tu es et ce qui est possible pour toi, ce sont les causes qui génèrent les effets que tu appelles ta vie. Et voici comment les gens utilisent cette loi de la façon la plus dévastatrice à l'envers. Ils regardent leurs circonstances actuelles, leur réalité actuelle, les effets qui se sont déjà manifestés, et ils utilisent ces effets comme preuve de ce qui est vrai. Ils voient le manque et concluent « je suis pauvre ». Ils voient le rejet et concluent « je ne suis pas aimable ». Ils voient l'échec et concluent « je suis incapable ». Ils prennent l'effet et en font une cause. Ils laissent le reflet définir la source. Et ce faisant, ils créent une boucle fermée. La croyance crée la réalité. La réalité renforce la croyance. La croyance crée encore plus de la même réalité. Et ainsi de suite. Une prophétie autoréalisatrice qui ressemble au destin, mais qui n'est en fait que la loi de cause à effet, fonctionnant parfaitement, reflétant les causes qui ont été mises en mouvement sur les plans invisibles de la conscience. Briser cette boucle nécessite quelque chose qui semble simple mais qui est l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Cela nécessite de cesser de prendre sa réalité actuelle comme preuve de la vérité. Cela nécessite de regarder les effets dans sa vie et au lieu de dire « c'est juste comme ça », de demander « quelle croyance, quel état émotionnel, quelle hypothèse sur moi-même a créé cela ?» Et ensuite, au lieu d'essayer de changer l'effet directement, de changer la cause, de modifier la croyance, d'altérer l'état émotionnel, d'assumer une nouvelle identité au niveau du sentiment, pas de la pensée. C'est ce que Neville Goddard voulait dire quand il disait « assume le sentiment du souhait accompli ». Il ne te demandait pas de prétendre, il ne te demandait pas de nier tes circonstances actuelles. Il te demandait de reconnaître que tes circonstances actuelles sont des effets, et qu'en changeant la cause, en assumant un nouvel état intérieur, en ressentant la réalité de ce que tu désires comme si cela s'était déjà manifesté,
tu mets en mouvement une nouvelle cause sur le plan invisible. Et la loi de cause à effet, opérant comme elle le fait toujours, produira de nouveaux effets qui correspondent à cette nouvelle cause. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. La même loi qui t'a maintenu bloqué est la loi qui te libère. Le même principe qui a créé la boucle est le principe qui la brise. Rien ne change dans la mécanique. Ce qui change, c'est ta conscience de la mécanique. Ce qui change, c'est l'endroit où tu places la cause. Les 5 lois. Comme système unifié. Réunissons maintenant les 5 lois et sentons comment elles opèrent comme un seul système unifié. La loi du mentalisme te dit que la conscience est primaire, que l'univers est mental, que ta conscience n'est pas un témoin passif, mais un créateur actif. Tout commence dans l'esprit. La loi de correspondance te dit que ta réalité externe reflète ton état interne. Ce que tu vois autour de toi est un reflet de ce qui vit en toi. Change l'intérieur et l'extérieur doit suivre. La loi de vibration te dit que tout est fréquence. Tes émotions, tes croyances, ton état d'être, tout cela diffuse un signal vibratoire. Et la réalité répond à ce signal avec une précision mathématique, attirant vers toi tout ce qui correspond à ta fréquence. La loi du rythme te dit que tout se meut en cycle, expansion et contraction, montée et chute, croissance et intégration. La résistance au rythme crée la souffrance. L'alignement avec le rythme crée le flux. La loi de cause à effet te dit que les vraies causes de ton expérience ne sont pas des événements externes, mais des états internes. Tes croyances, tes émotions, ton identité, ce sont les causes. Tout le reste est l'effet. Ensemble, ces 5 lois décrivent une réalité qui est bien plus réactive, bien plus intelligente, bien plus intimement connectée à ta conscience que tout ce qu'on t'a appris à croire. Elles décrivent un univers qui ne t'arrive pas mais qui passe à travers toi. Une réalité qui n'est pas fixe mais fluide. Une vie qui n'est pas déterminée par les circonstances mais générée par la conscience. Et tu as utilisé ces 5 lois chaque jour de ta vie. La question n'a jamais été de savoir si elles étaient actives. Elles sont toujours actives. La question est de savoir si tu les utilises consciemment ou inconsciemment. Si tu les diriges avec intention, ou si tu te soumets par défaut à la programmation que tu as absorbée d'un monde qui ne t'a jamais appris qu'elles existaient. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pas plus tard. Pas demain. Maintenant. Dans ce moment. Je veux que tu fermes les yeux si tu peux, et je veux que tu prennes une longue et lente inspiration. Sens ton corps, sens son poids, sens le sentiment d'être vivant en lui. Sens la vibration subtile qui est toujours présente quand tu y fais attention. Et pendant que tu respires, je veux que tu te poses une question. Non pas avec ton esprit, mais avec tout ton être. Qu'est-ce que j'ai supposé à mon sujet qui crée la réalité que je ne veux plus? Ne te précipite pas pour répondre. N'analyse pas. Laisse simplement la question se poser dans ta conscience comme une pierre tombée dans une eau calme. Laisse les ondulations se déplacer. Laisse ce qui se lève se lever. Ce peut être un mot, ce peut être une image, ce peut être un sentiment, ce peut être rien au début. C'est bien. La question est la pratique. La volonté de demander est le changement. Parce que voici la vérité la plus profonde intégrée dans les 5 lois. Tu n'as pas besoin d'acquérir quoi que ce soit pour transformer ta vie. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'une meilleure stratégie. Tu n'as pas besoin de circonstances différentes. Tu dois prendre conscience de ce que tu fais déjà. Tu dois voir le programme qui tourne déjà. Tu dois reconnaître les croyances qui créent déjà. Et dans cette reconnaissance, dans ce moment de pure conscience, le programme commence à changer. Non pas par l'effort, par la vision, par la conscience qui prend conscience d'elle-même. C'est ce que les mystiques voulaient dire. C'est ce vers quoi les philosophes pointaient. C'est ce que les physiciens quantiques ont accidentellement découvert. La conscience n'est pas séparée de la réalité. La conscience est la réalité. Et quand la conscience se déplace, la réalité se déplace. Pas éventuellement, pas après suffisamment de répétition. Maintenant, dans ce moment, dans le seul moment qui existe réellement. Les 5 lois ne sont pas quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Ce sont des choses dont tu as besoin de te souvenir. Elles ont opéré toute ta vie. Elles ont créé chaque expérience que tu as jamais vécue, et elles continueront de créer avec ou sans ta participation consciente. La seule différence, la différence qui change tout,
c'est si tu es éveillé à elle ou endormi en elle. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans ces mots a résonné non seulement dans ton esprit mais dans ton corps, dans cet endroit en dessous de la pensée où vit la connaissance, alors tu te réveilles déjà. Tu te retournes déjà dans la cave. Tu commences déjà à voir que les ombres n'ont jamais été toute l'histoire. Envisage d'écouter ceci à nouveau demain matin, avant que le bruit de la journée ne s'installe. Et laisse ces 5 lois devenir la lentille à travers laquelle tu te déplaces dans chaque moment. Et si quelqu'un dans ta vie est coincé dans les mêmes boucles, les mêmes schémas, les mêmes plafonds invisibles, partage cette compréhension avec lui. Quand tu diffuses cette conscience, tu l'actives plus profondément en toi-même. Car enseigner est la forme la plus haute d'apprentissage. Et le signal que tu diffuses en répandant cette prise de conscience crée une résonance qui accélère le changement pour vous deux. L'invitation est simple. Ne te rendors pas. Ne laisse pas le bruit du monde noyer ce que tu viens de reconnaître. Porte cette conscience dans ta prochaine heure, dans ta prochaine conversation, dans le prochain moment où tu te surprends à réagir depuis une ancienne programmation. Et dans ce moment, pause, respire, souviens-toi. Tu n'es pas l'effet, tu es la cause. Tu n'es pas le reflet, tu es la source. Tu n'es pas l'ombre sur le mur, tu es la lumière. Et les 5 lois, les lois cachées qui ont dirigé ta réalité depuis avant ta naissance, elles ne sont pas ta prison. Elles sont ton instrument. Elles sont les cordes d'un instrument qui a toujours été le tien. Et maintenant que tu peux les voir, maintenant que tu peux les sentir, la seule question qui reste est « Que vas-tu jouer ?» Prends encore une respiration. Laisse tout ce que nous avons exploré s'installer dans ton corps. Non pas comme des informations à stocker dans ton esprit, mais comme une reconnaissance à sentir dans ton être. Tu savais déjà cela quelque part en dessous du conditionnement, en dessous du bruit, en dessous de l'oubli. Tu savais déjà. Ces lois ne t'ont jamais été cachées. Tu leur as été caché. Et maintenant le voile est plus mince qu'il ne l'a jamais été.